Ok, salut la compagnie. Ça c'est fait. Après, début décembre, j'ai vécu une semaine en plein milieu de la forêt dans un tipi. C'était une expérience enrichissante. J'ai passé ces 7 jours avec un très bon ami à moi, j'ai nommé Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Covid. Alors... Voilà. Bon, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions en rapport avec l'expérience qu'on a vécue moi et JP du coup, qui est de passer donc cette semaine en autonomie dans ce tipi, et vous avez été très nombreux à répondre. Donc eh bien aujourd'hui on fait une vidéo FAQ spécialement pour répondre à toutes vos interrogations, que ce soit sur le matériel, sur la vie de camp, sur la question philosophique du truc, etc. Voilà, c'est parti. Ok, donc pour commencer, vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur le matos qu'on avait pour cette aventure. Alors du coup, on va vous présenter le pactage qu'on avait sur nous pour cette aventure. On va commencer du coup par les sacs. Moi j'avais sur moi un sac de la marque Savota. J'ai plus la référence exacte. C'est le Yakari L, donc c'est un sac qui m'appartient, que je lui ai prêté. Et du coup, t'en as pensé quoi? Bah, je l'ai trouvé très pratique avec tous ces passants molis dessus. Il y en a vraiment partout, que ce soit sur la tête du sac, sur tout le corps. Je pense que par contre c'est un sac qui est plus fait pour l'hiver. Je le trouve je le trouve très rigide, donc c'est super pour l'hiver quand on a un sac lourd, un pactage encombrant. Pour l'été, je le trouve un peu trop, je le trouverais un peu trop rigide. C'est un petit peu ce que je perçois aussi. Bon, je ferai une vidéo détaillée incessamment sous peu sur ce sac. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est bien on se complète un peu dans le retour qu'on a eu à propos de ce sac. En fait, il y a des pads qui sont bien, qui peuvent paraître bien, sauf qu'en fait, ils sont très durs. Et si on n'est pas bien habillé, donc en hiver, on a souvent un manteau, etc. Du coup, ça rembourre encore plus. Donc là, c'est bien, il est confortable. Mais l'été, moi, je l'ai testé avec un t-shirt. Et du coup, quand à un moment il faisait un peu chaud, donc on l'a testé. Ouais, on avait juste un t-shirt sur nous pour la monter. Ouais. Et c'est vrai que on sent qu'il n'est pas fait pour ça. Moi, je suis parti avec le Tasman Tiger 55 litres, il me semble. Donc c'est un sac que j'ai testé. Je ne connaissais pas avant cette aventure-là. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris. Il est beaucoup plus confortable. Parce qu'on est à peu près sur le même type de sac que le Savota, mais lui il est 100 fois plus confortable. L'avantage c'est qu'il a des poches un petit peu partout sur le côté, en plus des passants molis, donc ça fait qu'on peut accrocher beaucoup de choses. Mais ouais, vraiment très surpris sur ce sac et vraiment bien. Pour mon module popote, manger, boire, etc., je suis sur la gourde de l'armée française, donc un quart. Donc j'aime beaucoup ça parce que ça prend peu de place et c'est super pratique. Du coup moi dedans je mets toujours une fourchette, je le cache derrière, ça prend pas de place et c'est pas dérangeant. Une fourchette pour pouvoir manger. La gourde bien sûr et le quart dans lequel on peut faire réchauffer directement à même le feu ou même faire cuire. Moi j'ai toujours utilisé ça à l'armée ou même quand je sortais en montagne, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie, même quand on part tout seul ça prend pas de place. Donc j'avais emporté deux gourdes à une contenance d'1,5 litre plus 800 ml. J'aime bien avoir une gourde en plastique qui est un peu plus légère, type Nalgene avec un gros goulot. Ça va vite à remplir, c'est robuste et il y a un système de grammage quand on veut cuisiner, faire des chapati ou quoi que ce soit. Et également j'ai cette gourde là de chez Clean Canteen. C'est une gourde de 800 ml, j'aime bien l'avoir quand, par exemple quand on partait à la journée, se promener autour du camp, je la prenais, c'est une gourde assez légère. Et comme c'est en inox, on enlève les bouchons et on peut faire directement bouillir ou réchauffer de l'eau, ou même l'utiliser comme bouillotte quand il fait vraiment froid pour l'insérer dans le sac de couchage. À rajouter que j'avais pris en plus un camelbag de 3 litres. Qu'on a utilisé sur le camp, je l'ai pas utilisé sur le sac pour la marche d'approche ou quoi. On l'a vraiment utilisé sur le camp, qu'on a suspendu pour pouvoir après en fait avoir comme un mini robinet d'eau pour pouvoir remplir la popote pour éviter de sortir du tipi, tout ça. Donc du coup moi niveau tasse, j'avais ma fidèle Folda Cup. C'est une tasse en plastique qui se replie, c'est hyper compact et super pour manger, pour boire, je fais tout avec. Au niveau des popotes, on avait pris une bouilloire en alu, excusez-moi, donc très légère. Ça nous permettait de faire bouillir notre eau pour notamment le déjeuner le matin. Une popote en titane pour faire bouillir l'eau également, pour faire chauffer tout ce qui était légumes, etc. Et dernièrement une poêle, donc celle-là c'est une poêle de chez Petromax, une poêle en acier forgé, vraiment excellente. On a fait la raclette, on a fait cuire la viande à l'intérieur. Au niveau de l'hydratation, on a eu beaucoup de questions d'ailleurs là-dessus. Bon, on va y répondre dans ce module là équipement. En gros on utilisait un filtre qui est le filtre Hiker Pro de chez Katadyn.
C'est un fil que je me sers pour tout ce qui est aventure de plusieurs jours, quand surtout on est à plusieurs, parce qu'il a un super bon débit. Je l'avais déjà présenté en vidéo, je vous laisserai aller checker. Et voilà, ça nous a permis de filtrer rapidement toute notre eau, sachant qu'on avait un petit ruisseau qui courait à 200 mètres du campement. Donc on pouvait aller chercher notre eau là. Elle était claire et courante, donc on n'avait pas besoin forcément de la faire bouillir en plus. Pour le module couchage, on avait tous les deux des lits Pico, donc ça va pas changer. En fait, le problème avec les lits de camp, les lits Pico, on a pris ça parce que c'était très pratique, ça nous permet de dormir confortablement pour une semaine. Par contre, ça nous isole certes du sol qui est humide, mais comme c'est qu'un tissu, finalement en fait ça écrase le sac de couchage et l'air qui est frais vient quand même nous rafraîchir. Donc en fait, il faut toujours rajouter. Moi, j'avais ma peau de mouton. Et lui, il avait donc du coup son carré mat qui permettait quand même d'isoler. C'est exactement pareil qu'en fait que lorsqu'on dort dans un hamac. En fait, on se fait avoir là-dessus. Et après, pour le sac de couchage, on est tous les deux partis sur le Carinthia Defense 4. Voilà. Donc, Carinthia Defense 4, je l'ai présenté assez récemment. Une valeur sûre. Là, on savait qu'on allait osciller entre des températures de l'ordre de 5 à -5, on va dire. Et donc c'était parfait pour ça. Un sac qui est assez volumineux mais qui reste léger avec son garnissage G-Loft. Je l'ai beaucoup utilisé même en été, etc. Et c'est un sac dans lequel je dors hyper bien. D'ailleurs, on a rarement passé des aussi bonnes nuits en On a montagne. très très bien dormi, on faisait des nuits de 8 à 10 heures. On avait juste, en fait ce qu'il fallait savoir c'est que le poêle nous permettait d'avoir une température de 20 degrés au maximum dans le tipi. Donc quand il carburait, voilà, ce qui est énorme. Donc là on était même en caleçon, quoi. C'était le feu, on se faisait plaisir. Et donc quand on se couchait on avait 20 degrés et en fait tout au long de la nuit ça redescendait. Le matin quand je regardais le thermomètre on était plutôt aux alentours de 0 degrés. Et là pour le coup on se réveillait souvent aux alentours de 6 heures du mat. Parce que déjà on avait déjà dormi 7 heures, 8 heures, donc ça nous suffisait. Et qu'en plus forcément on ressentait un petit frisson comparé à ce qu'on avait en début de nuit, nos 20 degrés initiales. Mais sinon, on a vraiment très bien dormi. Moi personnellement, j'avais rajouté avec mon sac de couchage un drap de sac. Pendant une semaine, en fait, on était un peu crade, même si je vous conseille de vous déshabiller, d'avoir vraiment des vêtements spécialement conçus pour la nuit, tels que collants, etc. Mais du coup, on rentrait sale et ça évite en fait de pourrir son sac de couchage. Et ça, je pense que du coup, ça m'a rajouté un petit peu plus de confort niveau degré, genre 1 ou 2 degrés de confort en plus. On en avait parlé en début de trip. Mais voilà, moi c'est ce que j'avais rajouté en plus. Donc au niveau du Tipeee, je pense que c'est un petit peu l'item principal. Donc on était sur le Tipeee modèle Alfheim, je sais pas si je le prononce très bien, de la marque Nordisk. C'est un très très bon Tipeee, donc de 12 mètres carrés environ, en gros coton, en tissu gros coton. C'est lourd, hein, il y en a pour 10 kg à peu près. Et par contre c'était vraiment genre un pur bonheur de dormir dedans. Et en fait l'ouverture, il y a le chapeau qui s'ouvre en haut, ça permettait de faire ressortir la fumée du poêle. Au niveau du poêle à bois qu'on avait emporté, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais c'est le poêle Frontier Stove de la marque A9V. C'est un poêle d'entrée de gamme, mais qui fait bien l'affaire. Il est assez lourd, par contre il pèse aux alentours de 7 kg. Pour le transport il est pas mal parce qu'il y a une petite poignée sur le côté et il nous a permis de bien nous chauffer. Comme on vous a dit, ça montait à 20 degrés en température. Il a en fait une chambre assez grosse, assez conséquente. Il y a peut-être 2-3 problèmes de tirage des moments. Voilà, il faut savoir que pour ce genre de poêle, du coup, nous c'est ce qu'on a pu expérimenter. C'est mieux de le faire pour faire le feu, c'est mieux de le faire en petites sections, parce que mettre des grosses bûches comme on le fait dans une cheminée, ça va brûler, ça va faire le feu, hein, bien sûr, mais vous n'allez pas atteindre une forte chaleur par exemple pour faire cuire. Impossible de faire cuire, de faire bouillir de l'eau et faire cuire par exemple comme il faut des patates. Le premier soir on a eu ce problème. Alors premier soir on a commencé à faire cuire les patates à 18 h, à minuit c'était toujours pas, enfin ça commençait à peine à bouillir. Alors que le feu était constant. Donc après, et en plus ça faisait énormément de fumée. S'il y a que des braises, il chauffe pas vraiment. Et en fait si on met des grosses bûches, on vient bourrer, et comme le conduit est au fond, en fait je pense qu'on vient boucher le conduit et du coup ça tire plus et c'est pas bon. Niveau lumière, on n'avait pas emmené tout ce qui était lanterne et tout, on aurait pu parce que ça aurait pu être adapté pour ce type on va dire de semaine en camping entre guillemets parce qu'on se déplaçait pas. On a choisi d'avoir tous les deux une lampe frontale, ça nous permettait quand on se promenait d'avoir une lampe à portée, c'est assez compact et en fait on l'accrochait avec des mousquetons dans le Tipeee et ça nous faisait office de lanterne. Donc moi c'était le modèle NU32 de chez Nightcore, super lampe. Et moi c'était le modèle Wowtac A2. Au niveau du kit, trousse de secours, à l'intérieur j'avais tout le nécessaire en cas de en cas de trauma.
petit trauma, bobologie, mais également en cas de gros accidents comme des hémorragies et tout, vu qu'on utilisait des outils assez coupants tels que des scies, des haches. Donc j'avais un garrot avec moi, j'avais un pansement israélien, et après en kit bobologie traditionnel, des pansements, des compides, des médicaments type analgésiques, tout ce qui est aussi anti-cacamou, etc. quoi. Des compresses, le truc de base quoi, simplement. Donc au niveau du module hygiène, on avait tous les deux une trousse de toilette du coup séparée. Moi je sais que je suis parti avec cette petite microfibre là, donc normalement elle est plus grande, j'ai découpé parce que je n'ai pas besoin d'en avoir une plus grosse. Ça sèche très vite, ça m'a permis de m'essuyer et je sais que je l'ai même utilisé par exemple quand on est parti pour essuyer le tipi, un petit peu la rosée du tipi avant de le remballer. Ensuite donc j'ai moi mon kit hygiène il est assez compact, j'ai cette petite trousse et ça. Donc ça c'est un truc sympa, un petit item avec une glace à l'intérieur, une petite brosse, vu que j'ai les cheveux longs c'est bien pratique pour se démêler les cheveux. Et dans cette trousse là, on retrouve alors très simplement une brosse à dents que j'ai coupée pour que ça rentre, et du savon d'Alep, parce que le savon d'Alep on se nettoie les dents, peut se nettoyer les cheveux, faire la lessive, on fait tout en fait finalement avec, et c'est biodégradable et ça ne pollue pas les cours d'eau. Donc là on va passer au module outillage. C'est vrai qu'on avait besoin de couper pas mal de bois, on voulait travailler à bois un petit peu etc, donc on avait besoin de pas mal d'outils. Qui dit outils dit protection personnelle, et donc on avait emmené tous les deux des gants pour se protéger. Voilà, moi perso j'avais des gants qui n'étaient pas anti-coupure ni rien, c'est juste des gants qui me permettent de me protéger un petit peu des échardes. Je me les utilise aussi pour récupérer par exemple les popotes chaudes sur le feu, c'est des gants en cuir tout basiques. Alors pour ma part, pour travailler, j'utilisais les gants Mechanix Impact, je sais plus le modèle exact, c'est des gants qui sont hyper connus, voilà, ça me permettait de me protéger un minimum, mais bon, c'est pas des gants non plus anti-coupure, et je sais que j'aimais beaucoup travailler avec parce que ils sont très confort. Niveau outils les amis, alors on avait une hache, très important pour refendre le bois, c'était ultra humide, donc on était obligé de refendre sur des sections assez grosses de 20 à 30 cm. On avait pris la hache Ultra Force avec un fer de hache de 850 grammes. Elle était très polyvalente, assez légère mais efficace aussi pour refendre et pour faire de la coupe. Avec nous on a emporté la scie Katana Boy 650 de la marque Silky, ça nous a fait un gain de temps. Surtout qu'en fait le poil nécessitait un apport de bûches. Sur un bivouac déjà on a besoin de beaucoup de bois, mais c'est vrai que sur une semaine on se rend pas compte, mais quand on va faire... en fait le poil est tout le temps allumé, surtout quand il fait froid, donc on a besoin vraiment de beaucoup de bois, et c'est vrai qu'on n'aurait pas eu ce genre de scie là. Ça aurait été compliqué, on aurait passé notre journée à faire du bois. Ensuite, moi j'ai pris un petit, donc je mets ça dans une petite enveloppe en nylon là, toute légère. J'ai 2-3 mètres de corde, de paracorde. Il nous a servi par exemple à tendre des fêtières au sein du tipi pour accrocher nos vêtements. Ça, c'est un élément, je crois que c'était le truc le plus indispensable de notre aventure. C'est tout con, mais c'est un bouffadou télescopique. Et en gros, ça nous a permis de souffler dans le poêle, d'attiser le feu, sans se prendre toute la fumée dans la tronche ou les braises. Et c'est ultra bien, ça coûte que dalle. Et franchement, niveau couteau, maintenant, moi j'avais un couteau qui a été forgé par un de mes amis. Je vous mettrai le lien de sa page, c'est un forgeron qui fait tous ses couteaux tout seul, etc. Moi j'ai juste fait les tuyaux en cuir. Voilà un couteau type Puko. Ça a été nickel. J'ai emmené avec moi 2 couteaux, un pour le camp qui est pas mal connu dans le domaine, c'est le Sika 130. Il est pas cher, polyvalent. L'acier un peu mou, mais ça c'est toujours revenu. Mais pour faire du travail de camp, pour bâtonner, etc., je le trouve génial. Il a une bonne épaisseur de lame, etc. Ensuite, j'avais mon kit de survie, que je vous présente pas en détail parce que j'arrête pas de vous en parler. Mais voilà, un kit de survie avec tout le nécessaire, kit réparation, un peu de corde, etc. C'est ce que je prends sur moi lorsqu'on s'en va, enfin qu'on s'éloigne du campement. On avait emporté avec nous un kit sculpture pour bricoler. Kit sculpture composé de un mora, de pierres à aiguiser pour entretenir les outils, un petit peu de couteau croche, ciseaux à bois, une vrille, toutes ces choses là pour permettre de sculpter, de travailler le bois finalement. Kit énergie, on avait emmené avec nous un panneau solaire, c'est le panneau solaire X-Dragon qui est assez énorme, il permet de recharger des batteries de voiture.
Malheureusement, on n'a pas eu de soleil. Du coup, ça s'avérait un petit peu compliqué. Heureusement que j'avais pris beaucoup de batteries. On a pris beaucoup de batteries externes. C'est pas mal de batteries externes. Heureusement, pour nous, en tout cas, parce que c'est vrai que il faut savoir que je filme, donc entre le drone, la GoPro, la caméra, plus nos portables, ça a besoin de péter au niveau énergie. Donc on a pu recharger un petit peu avec ça, l'équivalent peut-être d'une moitié de batterie externe de 10 000 mAh. C'est tout. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je me fais avoir avec les panneaux solaires, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas vraiment de soleil. Donc en fait, s'il n'y a pas de soleil, ça recharge un petit peu et on se transporte quelque chose d'1 kg, 1,5 kg pour pas grand chose. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis l'élaboration et la réalisation de ce projet. Donc de passer une semaine dans un Tipeee. Donc ici je pense notamment à Pyrenees Bushcraft qui a facilité l'accès au Tipeee, facilité l'acquisition du Tipeee. Je pense également à mon partenaire officiel Utilivia et dernièrement Vet Sécurité. Voilà, ils ont tous été super, ils ont aidé le projet comme ils ont pu. Je sais que les personnes qui gèrent ces sites-là sont passionnées, qui vendent du matos de qualité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous encouragerai à aller checker ce qu'ils vendent directement sur la boutique. Salut Alexis, comment est-ce que tu faisais pour maintenir ta nourriture à l'abri, viande, etc. L'avantage c'est que là on n'était pas l'été, enfin les températures étaient fraîches, c'est-à-dire qu'on avait entre 0 et 5 degrés. En soi, les températures que l'on retrouve dans un frigo. Donc on n'avait pas eu un problème de... Ouais, on a eu aucun problème au niveau de la conservation. Par exemple, la denrée la plus sensible, du moins pour moi, c'est le poisson, voilà. Qui peut vite tourner. On a eu, on les a, enfin c'était dans des sacs fermés, isothermes, du coup ça restait un minimum frais. Et de toute façon, on y mettait directement dans la neige, en fait, dans le Tipeee, dans la neige. Du coup, ça restait au frais et même après 3 jours, on nous a mangé au milieu de l'aventure à peu près. Et ça puait pas, ça n'avait pas tourné. On regardait toujours la météo pour savoir ce qui allait nous tomber sur la tronche le lendemain ou les jours à venir. Et on savait qu'en fait, en première partie d'aventure, on allait avoir des températures assez fraîches, limite neige, etc. Et après, ça allait se réchauffer. Et du coup, avant que ça se réchauffe, à peu près à milieu de semaine, on a voulu faire fumer les aliments qui nous restaient. Il nous restait le poisson notamment. Donc la fumage, ça permet de conserver les aliments, ça évite qu'ils pourrissent. Donc on a fumé les truites, on a fait un fumoir. Et puis on a fini de fumer ce qui restait à fumer également au-dessus de la fumée du poêle dans le Tipeee. On a accroché ça au Tipeee et c'était très bon et ça nous a permis de bien manger. On n'a pas été malade, donc je pense qu'on a fait notre travail. Alors question également qui est pas mal revenue, c'est comment on a fait pour se laver, pour l'hygiène en gros. D'une manière générale, donc on avait un ruisseau qui passait à 250-300 mètres du camp, donc il fallait qu'on se déplace pour aller chercher l'eau, etc. Et en fait, on a fait 2 grosses, enfin même une grosse au milieu de semaine douche, on va dire. On s'est lavé les parties sensibles, c'est-à-dire les parties génitales, sous les bras, là où on transpire, quoi, le visage. Et le reste du temps, en fait, comme on est dans un milieu qui est à peu près, enfin il y a de la fumée, on est tout le temps sale, entre guillemets. En fait, on fait plus gaffe au fait qu'on soit sale. C'est plus quand on vit dans une maison qui est un milieu sain où tout est propre à côté de soi. Enfin, perso, c'est ce que je ressens. Je me sens pas tellement sale sur moi. J'ai pas, même se brosser les dents, t'as pas le besoin d'être tout le temps propre sur toi. Quoi. Je rejoins complètement Alexis sur ce qu'il dit. Quand vous partez en montagne, vous vous en fichez de savoir si par exemple si vous êtes sale, du moins sur vous, si vous ressemblez à rien. Vous vous en foutez de savoir comment vous êtes habillé ou quoi, ça rejoint l'hygiène. Bon, après, bien sûr, faut pas pousser nos propos à l'extrême. On avait quand même un minimum d'hygiène, on se brossait quand même les dents. Moi, je sais que je faisais au savon d'Alep, donc où je prenais pas forcément de dentifrice ou ce genre de choses. Je faisais au savon d'Alep. Et il faut aussi savoir que quand on est en montagne, en forêt, etc., c'est des endroits qui sont beaucoup moins pollués qu'en ville. Et c'est vrai que par exemple, les personnes qui sont en ville, ou même moi quand j'étais en ville, je ressentais le besoin de me laver tous les jours parce qu'avec la pollution, etc., on est sale, on est très vite sale, ça colle très vite. Et comment un petit peu on a perçu le temps, comment on perçoit le temps sur des aventures comme ça, on se retrouve un petit peu, bon là on n'était pas seul, on était à 2, mais on est quand même tout seul en plein milieu de la forêt, dans un milieu inconnu. Comment on arrive à s'occuper, on perçoit la perception du temps? Alors, personnellement, je sais que moi j'ai vraiment adoré cette aventure pour ça. Ouais. Car quand on est chez nous en ville, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus,
On a toujours une montre au poignet, voilà, comme moi aujourd'hui, on a toujours une montre au poignet, on est toujours ah bah attendez, je vais me lever à 8h, je vais faire ça de ma matinée à midi, on calibre tout sur les heures. C'est ça. Alors que c'est un concept hein, quand même les heures. On calibre tout sur les heures, alors que quand on va en forêt, en montagne, on vit comme on vit au jour, au soleil. Je sais que c'est nos besoins vitaux qui prennent le dessus et qui nous donnent, qui planifient les choses. C'est-à-dire que ça. on mange quand on a faim et plus seulement parce qu'il est midi ou 19h. On se lave parce que comme on s'en revient tout à l'heure, mais on se lave parce qu'on a envie de se laver. Donc en fait, on se lève le matin. Et t'es pas là en mode bon qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais que par exemple tu dois couper le bois parce que il faut ranimer le feu. C'est ça. Mais sinon à part ça tu te dis bon bah ok bah je m'occupe de moi quoi limite. Oui, c'est ça. Tu discutes, tu machines, tu voilà. Et le temps je trouve est passé vite quand même. Le temps il passait vite et en fait très vite il y a une routine qui s'est C'est ça. installée. On se levait le matin, on se réveillait aux alentours de 8h, 8h30. Nous on papote toujours des heures, du coup on se levait vers 9h, 9h30. À cette heure-là, on fait par exemple le petit-déj, etc. Du coup, paf, à 10h, on est dehors, on va couper du bois, on ramène le bois, etc. On le bâtonne, on le fend, tout ça. Et souvent après là, soit on a un petit creux, du coup, on mangeait des abricots secs, des amandes ou quoi. Et le repas, souvent, on le faisait, il était 14h30, 15h. Ouais. Et on retournait au tipi quand le soleil se baissait, genre du coup à 17h30, 18h. On passait le reste de la soirée dans le tipi. À 18h, quand on veut faire bouillir de l'eau sur un poêle ou quoi, c'est vrai que faut essayer de prévoir un peu, et le temps de préparer à manger, etc. À 18h30 on commence à faire la bouffe, tout ça. Et puis c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans la nature comme ça, ou quand on vit, dans la vie sauvage en matière générale, en fait tout est long. Se laver c'est long, aller faire à manger c'est long parce qu'il faut couper son bois, il faut allumer son feu, il faut nettoyer les popotes, et les nettoyer c'est pas en ouvrant le jet d'eau et on a l'eau chaude avec le savon. Là tu frottes pendant une demi-heure avec la mousse ou le gratte-gratte que tu as pris, toutes ces choses là, donc du coup c'est pour ça que ça passe un peu plus vite aussi. Et à la fin de la journée tu dis merde, en fait on a fait quoi? On a coupé du bois et on a parlé, on n'a pas fait grand chose parce que tout est long en fait. Pareil, vous avez été assez nombreux à vous demander comment on faisait en fait pour aller aux toilettes, faire nos besoins. C'est assez légitime, je pense. Bon, je vais faire la grosse commission. Je me dirige vers le feuillet qu'on a élaboré à 100 mètres du tipi à peu près. En gros, un feuillet, pour moi ça coule de sens en fait. C'est juste vous faites un trou. À l'armée par exemple, quand on suit le TTA, c'est indiqué 30 cm par cm, en général c'est 30 cm par 30 cm avec 30 cm de profondeur. Et puis on fait ses affaires là-dedans, en fait ça remplace un toilette. Quand on a fini de faire ses affaires, on met soit de la terre par-dessus, des feuilles, etc. Comme des toilettes sèches en fait. Et puis pour cacher quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, pour cacher, pour les odeurs, etc. Et ce qui est super bien avec ça, c'est que déjà ça n'utilise pas d'eau ou quoi, voilà. Et quand on part, en fait, il y a juste besoin de le reboucher et c'est bon, ça laisse pas de traces. On fait pas un caca à droite, un caca à gauche, et puis à la fin, au bout d'une semaine, c'est une barre de merde quoi. C'est miné. Comment gérer la température, en particulier dans le tipi, ok. Donc concernant la température qu'on a eue, on y revient, mais on en a eu entre -1, -2 à presque 10 degrés à la fin de notre aventure, où ça commençait à bien se réchauffer. En fait on arrivait, il y avait 20 à 30 cm de neige, et puis tout au long de la semaine ça a fondu, et après il n'y avait plus du tout de neige. Au sein du tipi on arrivait à avoir 20 degrés. Ouais, c'était le max qu'on a fait. Quand le poêle était plein, et après vite au cours de la nuit ça redescendait à 0 degré. En fait, le tipi ne protège pas grand chose quand il n'y a pas de source de chaleur. Alors, le matin on se levait, il faisait aussi froid à l'intérieur que à l'extérieur, mis à part qu'on sentait pas les courants d'air. Est-ce qu'on s'est installé sur un lieu au hasard comme ça, ou est-ce qu'on avait repéré le lieu en amont? Il faut savoir qu'au niveau de la législation du bivouac, là on était plus sur du camping sauvage et non du bivouac, puisqu'on était sur un même endroit pendant plusieurs jours. En fait c'est interdit en France. Et sauf si on a l'autorisation du propriétaire. Donc là on était sur une parcelle qui appartenait à un ami à moi, d'ailleurs je le remercie parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire cette expérience là, et donc c'était de par son accord qu'on a pu faire ce trip. On avait beaucoup de matériel,
on a tout porté sur le dos, comme il l'a dit. Moi je sais que j'avais entre 40 et 45 kg, lui on a entre 30 et 35 kg sur nous, à porter avec les bras, etc. Et on a eu près de 4 km à parcourir pour rejoindre la parcelle de forêt, avec 300 mètres de dénivelé positif. Donc on en a vraiment chié, c'était vraiment très chaud pour le premier jour et le dernier jour quand on a dû faire les déplacements. Voilà, ce qui a été le plus dur pour nous, c'est pas le fait d'être isolé parce qu'on a entre guillemets l'habitude, on était à 2 en plus. Avec des grosses guillemets dures. Hein, voilà, c'est en fait, bon, on s'est bien mis, une Ouais. certaine gêne, c'était au niveau électricité, puisque on n'a pas eu de soleil ni rien, donc au niveau du panneau solaire et tout, on était assez limité. En fait, on savait qu'on devait se contrôler à pas trop regarder nos portables, même si c'est un peu le but, hein, à pas trop filmer par exemple. On devait réfléchir à ça, à gérer un petit peu notre énergie, parce que c'est vrai que l'énergie on s'en rend peut-être pas compte quand on est chez nous dans la ville, mais ça part ultra vite. Et puis je pense que tu as eu le même ressenti, on a vraiment moins mangé que lorsqu'on était en ville ou quoi que ce soit. Bon, on se dépensait pour couper du bois, pour aller chercher son eau, voilà. C'est vrai qu'on marchait pas comme des fous ni rien. Mais en fait, perso, moi je mange beaucoup, je suis quelqu'un qui mange beaucoup, qui me dépense beaucoup, j'ai besoin d'un bon apport calorique. Et là, j'avais pas de creux entre les repas, et pourtant on se faisait pas des repas avec une quantité astronomique chacun, quoi. Clairement, moi je suis un peu comme lui, je mange beaucoup sauf que je me dépense pas. Je mange beaucoup et c'est vrai que après je pense que ça rejoint aussi le truc des heures, on a l'habitude de manger à telle heure, du coup on est programmé pour ça, du coup quand on fait quelque chose et qu'on y passe, ben le corps après il se prépare à recevoir une telle quantité de nourriture. Donc c'est vrai que quand on travaille ou qu'on fait quelque chose, qu'on s'occupe l'esprit, qu'on fait quelque chose, bah quand on mange, après on mange vraiment à notre faim. Et moi je sais que ce qu'on a mangé tout au long de la journée, le midi du moins, dans ma vie de tous les jours, je mangeais 2-3 fois ça, mais je me sentais, et j'avais pas faim, je me sentais pas limité. C'est pas pour autant qu'à la fin, moi je me suis pesé, j'ai pas maigri au bout d'une semaine, j'ai pas perdu un gramme, quoi. Moi j'ai pas perdu de poids, et je pense c'est juste qu'on trouvait des portions, des proportions de nourriture qui étaient beaucoup plus correctes par rapport à notre carrure, et c'est juste qu'on est tellement dans une société où on mange beaucoup d'une manière générale que du coup là on retourne un peu à l'essentiel, on mange moins parce qu'on n'a pas besoin de plus manger en fait. C'est ça. Que dis-tu à tes proches quand tu pars indéterminément? Je vais pas y arriver. Que dis-tu à tes proches quand tu pars indéterminé? C'est ça quoi, c'est comme ça que ça se dit, indéterminément. Pour une durée indéterminée, putain. Pour une durée indéterminée, je lis vos questions comme elles sont faites. Hein. En gros, il me dit entre guillemets, salut, je pars. Donc la question de comment gérer quand on a des proches, bien sûr, bon, nous c'est le cas, parce que sinon c'est plus vite fait. En gros, quand on a de la famille, quand on a une copine ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut être assez difficile. Après, comme on vous le disait, on leur passait des coups de fil, t'envoies des messages pour ça rassure. dire voilà comment tu vas, tout va bien, il n'y a pas besoin de longtemps, hein, genre juste à la fin de la journée, bah voilà, on a passé une belle journée, tout va bien. C'est tout, et ça consomme pas beaucoup de batterie, mais ça permet de rassurer la famille, etc. Et quand tu pars, si tu veux rassurer ta famille, eh bien en fait tu peux donner la localisation déjà, tu peux décrire ton projet, ton aventure, pour que déjà la personne s'imagine et se fasse pas d'idées, de fausses idées en disant ah ouais putain peut-être qu'il va rencontrer ça, etc. Alors que si elle sait où tu es, ce que tu vas faire, au moins c'est clair et net pour elle. Et puis simplement la rassurer quoi. Bon les amis, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'on aurait pu répondre à toutes vos interrogations sur ce trip qu'on a eu de passer une semaine en forêt dans un tipi. Pour nous c'était une réelle expérience, superbe, on ne demande qu'à repartir. Moi j'ai encore plein de projets en tête personnellement, ça arrivera bientôt sur YouTube. La vidéo est donc disponible pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est sortie il y a déjà quelques semaines, je vous mettrai le lien en description. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!